Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée à l'agroécologie. L'agroécologie, le pari d'une agriculture durable. Nous en parlons avec Joseph Bokodien, secrétaire général du RENAT, le réseau des acteurs de l'agroécologie au Togo. Du Togo. Alors, monsieur Bokodien, l'enjeu, c'est la production agricole pour nourrir d'abord les hommes et face à cette envie d'une production quantitative, l'agroécologie, il semble que n'est pas le choix à faire. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'agroécologie est le meilleur choix à faire. Et aujourd'hui, les institutions internationales, la FAO, tous s'accordent à aller vers l'agroécologie. Et je le disais tantôt, l'approche de mesure des rendements agroécologiques est mal faite. Parce que l'agroécologiste, avec sa production de 1 hectare qui est dans l'association de culture, comparé à un producteur conventionnel qui est dans la monoculture de maïs, on compare son rendement avec le rendement de l'agroécologiste et ne pas valoriser les autres cultures qui sont associées. Pourtant, aujourd'hui, nous parlons de la faim, nous parlons de la pauvreté, nous parlons de malnutrition. L'agroécologie, qui est dans cette dynamique d'association, qui a valorisé plusieurs cultures sur son sol, lorsque vous allez mesurer ce rendement à l'hectare, est largement supérieur au rendement d'un producteur classique qui est dans la monoculture. Mais l'autre approche que nous refutons également, lorsque vous prenez la culture de maïs par exemple, sur 1 hectare, et vous allez faire l'évaluation, on estime peut-être que le maïs va donner 4 tonnes. 4 tonnes à l'hectare. Mais les 4 tonnes, c'est à partir de quoi? C'est à partir seulement des épis, des graines qu'on va compter. Mais est-ce que c'est seulement les épis, les graines qui sont sorties du sol? Les feuilles, les tiges doivent être valorisées. Parce que ces éléments-là sont issus du sol, sont issus de la matière organique qui a servi au sol pour fabriquer le maïs. Alors, mais quand on met seulement l'accent sur les épis et on minimise un peu le reste, les bractées, les feuilles, les tiges, malheureusement, on ne cherche pas à retourner au sol ce qu'on lui a pris comme matière organique pour produire le maïs. Mais l'agroécologie est dans cette dynamique. C'est pourquoi on parle de valorisation de la biomasse, recyclage de la matière organique. Ça veut dire que l'agroécologiste prend les épis de maïs, mais reprend tous ces éléments et les remet dans le sol. Et c'est en cela qu'il restaure un peu la terre qui est en dégradation. Et ce n'est pas la même dynamique chez l'agriculteur conventionnel qui utilise les intrants chimiques. Alors, c'est pour dire aujourd'hui quoi, avec l'agroécologie, avec la restauration du sol, avec la maîtrise des flux, des effluents, avec le recyclage, nous pouvons valablement nourrir le monde avec la pratique agroécologique. Monsieur Bokodien, face à ces pratiques, les agriculteurs que vous rencontrez ont eux aussi des préoccupations. Que leur dites-vous? Est-ce que, justement, ces préoccupations, en quels termes se posent-elles? La préoccupation des producteurs, c'est au niveau de la productivité, mais également la productivité qui est bien sûr liée à la dégradation des terres et également liée aux ravageurs et aux maladies, bien sûr. Et quand je prends ces 3 éléments, productivité liée aux maladies et aux ravageurs, nous disons que encore une fois, c'est dû aux méconnaissances des bonnes pratiques qui peuvent normalement leur apporter une bonne productivité. Mais malheureusement, ils ignorent, parce que je le dis encore, c'est le carbone qui est véritablement la matière organique, l'élément du sol qui va fournir le rendement, la production. Mais quand on se permet de détruire le carbone d'abord à la surface du sol, de nettoyer ce carbone, et après d'aller chercher le NPK pour revenir. On les nettoie notamment par les brûlis. Par les brûlis, par les pratiques mécaniques, par les pratiques chimiques et l'utilisation des pesticides. Or, c'est ce carbone-là que vous recherchez, les micro-éléments que vous recherchez pour amender le sol, pour rendre cette production abondante, se retrouve dans les mauvaises herbes que nous considérons. Et aujourd'hui, à partir de la biodiversité, nous disons que c'est cette biodiversité qui va sauver le monde. Parce que ça ressort le carbone au sol et ça lutte efficacement aujourd'hui contre les changements climatiques. Parce que
il y a le phénomène de photosynthèse qu'on ignore. Justement, aujourd'hui, la préoccupation de la communauté internationale, c'est le changement climatique, le réchauffement climatique. On se pose la question, quelle peut être la contribution de cette agroécologie dans la résolution de ce problème mondial? Nous le disons, ce n'est plus un secret pour tout le monde que l'agriculture contribue autour de 12 à 13% dans ces changements climatiques. Et pourquoi? À travers les émissions de gaz à effet de serre. À travers les mauvaises pratiques culturelles d'abord, à travers le travail du sol, à travers l'utilisation des pesticides chimiques. Ces pesticides chimiques, nous le disons, que ce sont des inhibiteurs de photosynthèse. Ça veut dire quoi? Ces matières chimiques vont venir empêcher les plantes vertes de faire leur photosynthèse. Or, la photosynthèse consiste à faire quoi? À capter le CO2 qui est dans l'air, à le transformer en matière organique. Et quand nous, à partir des pesticides chimiques, on vient empêcher les cultures de faire la photosynthèse, ça veut dire quoi? On libère, on garde plus le CO2 dans l'air. Et nous savons que les plantes vertes constituent un puits de carbone. Le sol en lui-même constitue un puits de carbone. Et si nous voulons diminuer ces gaz à effet de serre, nous devons quoi? Plus protéger les végétaux. Tous les végétaux, les plantes vertes, que ce soit culture ou culture pérenne, c'est-à-dire les arbres fruitiers et autres. Même si ce n'est pas arbre fruitier, c'est quand même une plante verte. Alors elle stocke le CO2 et contribue à réduire les gaz à effet de serre et donc contribue à lutter contre les changements climatiques. Alors si nous voulons aujourd'hui lutter contre ces changements climatiques, nous devons valoriser ces plantes vertes, nous devons changer de méthode, aller vers les bonnes pratiques culturelles. Des pratiques qui permettent au sol de stocker davantage le carbone dans le sol. Alors, une de ces pratiques, nous le disons, c'est de ne pas travailler trop le sol. Parce que quand vous travaillez trop le sol, il y a quoi? La pluie qui va arriver, bien sûr, les minéraux, les éléments vont se minéraliser. Il y a l'oxygène qui va rentrer. C'est comme notre corps humain. Quand il y a trop d'oxygène qui rentre dans notre corps, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, c'est l'oxygène qui nous fait vivre, hein? Mais quand il y a plus d'oxygène dans notre corps, il y a les radicaux libres qui sont formés. Et ces radicaux libres viennent empêcher le métabolisme naturel du corps de continuer d'évoluer. Alors, M. Bokodia, est-ce que vous avez le sentiment que votre message passe très bien sur le terrain? Combien de personnes avez-vous déjà formées? Est-ce que vous arrivez à mesurer un peu l'impact dans la production? Oui, bien sûr. C'est l'année passée qu'on avait commencé la campagne, la sensibilisation. Et l'année passée, on avait fait environ 250 producteurs sensibilisés. Pour cette année, pour cette deuxième édition, on a déjà sensibilisé pour la région maritime 100 producteurs. Mais derrière chaque producteur, il y a quoi? La stratégie consiste à inviter le responsable de coopérative. Ça veut dire que derrière, il y a au moins une vingtaine. Il doit sensibiliser aussi ses pairs. De coopérants. Et l'autre alternative, l'autre stratégie aussi, c'est de mettre à disposition de ces producteurs les solutions alternatives déjà disponibles. Autrement dit, les entrepreneurs locaux qui ont valorisé ces intrants alternatifs et mis à disposition des producteurs. Alors nous faisons une sorte d'exposition et on leur parle de ces produits. Ça veut dire qu'on rend disponible et accessible ces produits alternatifs. Lesquels par exemple? Du fumier, des pesticides naturels? Au-delà des pesticides naturels, au-delà du fumier, du compostage qu'on va leur présenter, apprendre à préparer, il y a le produit Kini de notre ami M. Razak, qui est de Sokolé, qui valorise bien sûr le magousier là, le Kini, dans des bidons de 5 litres et de 1 litre. Il y a le professeur Agbalegnon qui, depuis des années, met des produits sur le marché qui sont des produits aujourd'hui alternatifs à l'utilisation des intrants chimiques. C'est le même produit que la grande maison écossaise veut certifier biologique. Ça veut dire que, malheureusement, nos producteurs n'ont pas connaissance de tous ces produits qui sont disponibles sur le marché. Donc, quand on leur apprend, on leur montre, ils vont chercher ces solutions et vont les appliquer à la place des produits chimiques sur le terrain. Donc, aujourd'hui, l'impact est net. Nous avons quand même des retours, beaucoup d'appels que voilà, à travers la formation, à travers la sensibilisation, il y a des solutions, en tout cas des applications qui sont faites et ils ont leurs résultats. Sauf que
ce que nous demandons, nous ne sommes pas véritablement des scientifiques, nous ne sommes pas véritablement des chercheurs. On voudrait que les médecins, on voudrait que les chercheurs rentrent dans la danse. Aujourd'hui, il y a des décès, il y a des morts sur le terrain à cause de l'utilisation des pesticides. Il y a des témoignages poignants que nous recueillons. Mais malheureusement, on ignore ces décès, on ignore ces morts dans les différents contrées. Il faut que les scientifiques rentrent dans la danse pour quoi? D'abord, mesurer aussi les produits alternatifs que nous mettons à disposition pour voir les rendements ou bien l'efficacité de ces produits. Mais au-delà, que les médecins aussi s'intéressent à la chose pour sensibiliser davantage les distributeurs, les vendeurs sur la toxicité de ces produits chimiques-là. Et en même temps, les malades, savoir comment les traiter. Et une fois qu'on aura des statistiques sur les maladies, aujourd'hui nous parlons de cancer, nous parlons d'hypertension, nous parlons de beaucoup de maladies, les perturbateurs endocriniens qui sont là. Mais toutes ces maladies, on ne les avait pas avant. Mais aujourd'hui, par l'utilisation de ces produits chimiques, nous crions tous que ce que nous mangeons n'est pas bon aujourd'hui. Nous crions tous que nous tombons malades à cause. Mais il n'y a pas d'action sur le terrain. Mais quand ces médecins vont intervenir, vont rentrer en jeu et nous sortir les statistiques par rapport aux maladies, par rapport aux décès liés à ces produits chimiques, alors mais l'alarme sera encore très fort, retentissant, et tous les acteurs, même les autorités vont encore plus s'intéresser au sujet. Et là, je pense que des solutions peuvent encore venir. Et une fois que surtout la recherche scientifique va nous ressortir les performances, l'efficacité de nos produits, je pense que tous, on peut aller véritablement vers cette agroécologie. Et après ces séances de sensibilisation, quelle est la prochaine étape pour vous? La prochaine étape s'inscrit toujours dans notre stratégie nationale. Autrement dit, sensibiliser plus, engranger plus de producteurs, former davantage. Et tout de suite, ou bien du moins pour la première partie, là, on a fait la région maritime. Mais c'est prévu qu'on aille vers les autres régions. Notamment les régions septentrionales du pays. Oui, plateau, central, Kara et Savane. Mais l'autre stratégie, c'est que ces producteurs identifiés, formés, intègrent notre réseau et à travers les renforcements de capacité, à travers les visites d'échange qu'on fait régulièrement, ils vont davantage apprendre. Ce qu'on leur a dit, c'est infime, parce que l'agroécologie, nous le disons, est très vaste, très holistique et beaucoup d'éléments à l'intérieur. Et l'agroécologie qui est faite dans la région maritime, par exemple, n'est pas la même qui est faite dans la région de Savane, parce que ça se base sur les ressources naturelles, la biodiversité, et l'économie des flux, l'économie de l'énergie. Alors, les conditions qui sont au niveau de la région des savanes, par exemple, ne sont pas les mêmes conditions au niveau de la région maritime. Il y aura des approches que les acteurs de la région maritime vont développer. Mais à travers les visites d'échange, mais que ce soit dans la région, au Togo, dans la sous-région et même à l'international, on apprend beaucoup. Et ces partages vont renforcer ces différents producteurs qui vont intégrer le réseau. Alors précisément, M. Bokodjian, quels sont les principaux défis auxquels la pratique agroécologique est confrontée dans votre pays? Oui, bien sûr, aujourd'hui, il y a beaucoup de défis. Et entre autres défis que j'ai déjà énumérés, c'est mesurer la performance de nos solutions alternatives, c'est-à-dire leur efficacité scientifiquement. Parce que les scientifiques ne se sont pas véritablement intéressés à ces solutions. Mais nous sommes dans le monde alternatif. Et ces éléments-là, nous voudrons que... Nous sommes dans la recherche-action, bien sûr. Mais n'étant pas véritablement de scientifiques, nous avons besoin que les scientifiques intègrent et nous ressortent quand même des résultats probants par rapport à nos actions. Mais l'autre défi aussi, c'est les outils. Les outils. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans une agriculture qui n'est pas encore mécanisée au Togo. Le paysan est toujours confronté à l'usage de la roue. Nous recommandons véritablement d'utiliser, de traiter ou bien de faire moins la pratique du sol. Mais le peu qu'on va faire, ils auront forcément besoin des outils. Alors justement, dans une dynamique de promotion de l'entrepreneuriat agricole, parce que notre agriculture est avant tout traditionnelle, une agriculture de subsistance, alors quelle va être la place de cette agroécologie dans cette dynamique? Oui, je l'avais déjà dit. Et l'agroécologie vise également cette dimension économique. Bien sûr, nous sommes dans l'agriculture familiale et nous soutenons même cette agriculture familiale. Nous n'avons pas besoin d'une agriculture
intense, intensive, comme ça se fait en Europe, avec des tracteurs, des machines, de lourdes machines pour travailler. Dans notre agriculture familiale, il y a la main-d'œuvre, parce que l'agroécologie prend en compte cette dimension sociale, mais également cette dimension culturelle, par l'utilisation des semences paysannes qui sont en train de disparaître. Alors, nous parlons de cette biodiversité aussi, et de cet aspect nutritionnel des cultures. Alors, quand nous sommes dans l'agriculture familiale, tous ces éléments se retrouvent. Le paysan a sa main-d'œuvre. Mais il n'y a pas que cette main-d'œuvre qui va travailler. Il faut un minimum d'outils, de petits motoculteurs que le paysan peut utiliser et en une journée peut-être faire le travail de sa superficie de 1 hectare. Alors, au-delà de ce défi-là, il y a également cette formation. D'abord, j'avais parlé tantôt des scientifiques. J'avais parlé tantôt des machines. Mais il y a également cette formation. Cette formation que nos différents acteurs, on doit leur faire. Parce que je l'ai dit, c'est vaste. Les éléments qu'on va ressortir aujourd'hui, peut-être dans cette émission, sont une partie infime de l'agroécologie. Donc, ces renforcements de capacité, il le faut. Et sur l'ensemble du territoire, les différents acteurs, les grandes fermes qui sont installées, font un peu le travail. Parce que chaque acteur, avec les expériences qui y est faites, alors on voit que quand même qu'il y a beaucoup de producteurs qui sont formés. Mais c'est largement insuffisant. Donc c'est pourquoi nous demandons que cette formation soit continue. Dans cette dynamique, vous attendez aussi beaucoup de l'État. Quelle va être la contribution ou la partition à jouer par l'État? Aujourd'hui, l'État fait déjà aussi, on peut le saluer. Je profite de l'antenne pour saluer un peu le travail qui est fait. Parce qu'au Togo, il y a du travail qui se fait véritablement. Et je donne pour preuve 2 éléments. Et dans la régulation des produits phytosanitaires, je n'ai pas le test avec moi, mais l'État a soutenu l'utilisation des biopesticides, par exemple, en réduisant un peu leur coût d'importation et de distribution. Autrement dit, si tu es distributeur, tu veux être distributeur de biopesticides, les coûts que tu vas payer avant de commercialiser ces biopesticides sont réduits. C'est dans le test en 2019. Peut-être après, je peux vous présenter le décret. Très rapidement. Mais quand tu veux être dans la distribution de produits phytosanitaires conventionnels, les coûts sont plus élevés. Donc ça permet à l'État de promouvoir un peu l'agroécologie. Mais au-delà, il y a une stratégie nationale de conversion de l'agriculture togolaise qui est en cours. Depuis 2020, on a commencé le processus. Donc la stratégie est presque finalisée. Il ne reste que peut-être la validation, la recherche de financement. Et ça va permettre à l'agriculture togolaise de basculer vers l'agriculture biologique. Aujourd'hui, le Togo même est cité à l'international comme premier pays exportateur. On l'a compris, vous saluez toutes ces actions que mène l'État dans la promotion de l'agroécologie. Merci d'être passé sur ce plateau, Joseph Bokodien. Vous êtes le secrétaire général du réseau national des acteurs de l'agroécologie au Togo. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.